va passer directement à Patrick Berche. Bien, merci beaucoup. J'ajouterai quand même quelques professions liées aux sciences humaines et sociales pour compléter votre liste. Les sociologues, les psychologues, etc., doivent avoir un rôle, et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Donc je vous présente la pandémie de Covid dans une perspective syndémique. Comment on passe à la suivante ? Ah voilà, excusez-moi. Alors l'émergence des pandémies, une pandémie c'est dû à l'interaction d'un agent infectieux, d'un hôte et d'un environnement. Alors l'agent infectieux, ça peut être un virus, une bactérie, c'est sa virulence, son mode de transmission, enfin tout ça vous êtes très familiarisés. Pour l'hôte, c'est la densité démographique, la sensibilité génétique, l'immunité collective éventuellement et l'état physiologique. Et pour l'environnement, c'est le climat, pas de problème. Et donc ces trois facteurs vont interagir, et dans cette interaction, je voudrais insister sur l'importance du comportement humain. Alors les pandémies, du temps du paléolithique et de l'hominisation, il n'y avait pratiquement pas d'épidémie. Ça commence réellement au néolithique avec la création des villages et l'augmentation de la population, et à l'époque moderne, c'est à partir, en gros, surtout de l'Antiquité tardive et de la Renaissance, que l'on voit apparaître des épidémies, des épizooties, des pandémies, telles que nous les connaissons aujourd'hui. Alors il y a deux types de pandémies. Il y a des pandémies à évolution rapide, d'incubation courte, comme je prends les exemples viraux, la variole, la rougeole, la grippe, le SARS et la Covid-19. Et puis il y a des épidémies à évolution lente, avec une incubation longue, comme le sida et l'hépatite B ou l'hépatite C. Alors, au cours du XXe et XXIe siècle, on a toute une série de pandémies. Certaines, on les oublie, c'est la pandémie d'hépatite B et C, la pandémie de sida, la pandémie de variole qui a été arrêtée par la vaccination en 1977, qui a quand même fait 300 à 500 millions de morts, à peu près 300 à 500 millions de morts, oui, dans le monde au XXe siècle. Et puis, il y a les fameuses épidémies de grippe espagnole, asiatique, l'épidémie de Hong Kong ou d'autres épidémies comme la pandémie H1N1 qui a été bénigne, et puis la pandémie de Covid-19. Alors, toutes ces pandémies proviennent d'animaux sauvages la plupart du temps, les primates pour le sida par exemple, les rongeurs, le SRAS et la Covid-19, c'est les chauves-souris qui portent à peu près toutes les virus de la création, pour des raisons liées à leur mode de vie, en quelque sorte, les animaux de compagnie éventuellement, puis les oiseaux pour certaines grandes pandémies, comme la pandémie de grippe. Alors la pandémie de sida, elle est due à un coronavirus jusque-là inconnu, probablement certainement même d'origine chauve-souris, et qui a explosé. Ça, c'est la situation au 22 avril, donc à peine un mois et demi après le début officiel de la pandémie. Et on a vu exploser en quelques semaines cette pandémie auquel personne n'était préparé, que personne n'avait prévu. Et donc, il faut effectivement être très humble quand on parle de l'avenir. Alors, cette pandémie a été ponctuée par des vagues successives. Ces vagues sont liées à l'apparition de variants. On sait que depuis probablement à peu près, d'après les études phylogéniques, septembre ou peut-être même avant, le virus est apparu et ensuite il s'est diversifié, et certains variants qui vous ont été exposés sont responsables des pandémies, des vagues successives, et il est difficile de prévoir l'avenir, mais quand même, probablement, on risque d'avoir encore une certaine activité de ce virus sur la population humaine. Alors, on vit dans un monde à risque de pandémie, et il y a d'abord le facteur essentiel, c'est la croissance démographique. 7,4 milliards, on est à 7,6 milliards actuellement, et les prévisions pour 2050, c'est 10 milliards, mais certains démographes pensent qu'on va avoir une baisse
importante, donc personne ne sait exactement où on va, mais on risque quand même d'avoir une densité démographique qui est très favorable évidemment à la diffusion des virus. Alors il faut aussi souligner dans l'évolution démographique le phénomène d'urbanisation et de mégapole. Une mégapole, c'est une ville de plus de 10 millions d'habitants. En haut, vous voyez, en 1960, il y a pratiquement 3 ou 4 mégapoles dans le monde, c'est les points blancs. Et voyez en 2030 le nombre de mégapoles qu'il y a en Amérique du Sud, en Afrique où il n'y en avait pas, en Asie, en Europe, etc. Et le deuxième phénomène qui va avec ces mégapoles, c'est l'augmentation de la population urbaine. On pense qu'en 2050, on aura 5,7 milliards d'individus dans des villes, contre 3,2 milliards dans les zones rurales. Alors qu'au début en 1960, on était à 0,7 versus, au 1900, pardon, on était à 0,7 milliards d'urbains contre 2 milliards dans les villes. Un autre phénomène vraiment très important et qui explique l'explosion de la Covid-19, de cette pandémie, c'est les transports aériens. En 2019, on a 4,3 milliards de passagers par an qui ont pris l'avion, et avec des vols très très importants entre l'Europe et les États-Unis et la Chine, en particulier Wuhan et Shanghai notamment. Ce qui explique pourquoi les pays occidentaux ont été très rapidement frappés, plus que d'autres continents, au début tout du moins. Alors il y a un autre phénomène très important, c'est ce que j'appelle les pandémies silencieuses. Les pandémies silencieuses, c'est des pandémies non transmissibles. Par exemple, le diabète de type 2, on arrive actuellement à 463 millions de personnes qui ont un diabète de type 2, qui est très répandu dans le tiers-monde, très répandu évidemment dans les pays occidentaux, et qui résulte de facteurs nutritionnels, toxiques et socio-économiques, en particulier la pauvreté, la façon de s'alimenter. Alors il y a l'épidémie d'obésité, on a 650 millions d'obésité morbide, avec d'obésité grave, avec surpoids, c'est presque 2 milliards d'individus sont en surpoids, l'hypertension artérielle, 1 milliard d'individus, les bronchites chroniques, 175 millions, et les cancers, on a 18 millions de cancers, nouveaux cas de cancer par an. Et ça, il faut en tenir compte quand on gère une pandémie de Covid. Alors, je rappelle aussi la mortalité dans le monde. On a à peu près 57 millions de personnes de décès dans le monde, sur une population de 7,8 milliards. 30% de ces décès sont dus à des causes infectieuses, seulement 30%. Ce qui est très différent du début du siècle, du début du XXe siècle. 70% sont dus à des maladies non communicables, cardiovasculaires, etc. Et vous voyez, la Covid-19 en 2020 a fait 1,7 million en 2020 pour l'année 2020 et 80 millions de cas. Elle se place dans la 4e cause de mortalité après les maladies cardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux, les infections respiratoires, etc. Donc c'est une cause majeure de mortalité. Alors le concept de syndémie, qu'est-ce que c'est ? Une syndémie caractérise une imbrication de maladies, de facteurs biologiques et environnementaux qui, en synergie, aggravent les conséquences d'une pandémie. C'est un concept qui a été développé par un sociologue, en fait, Merrill Singer, dans les années 1990. Et il a appliqué ce concept à 3 maladies très, disons, pandémiques, le sida. Il a montré l'importance des comorbidités, des maladies chroniques et des co-infections, tuberculose et syphilis, infections opportunistes à mycobactéries, etc. Toutes les co-infections que l'on voit au cours du sida. Les facteurs il a insisté sur les facteurs comportementaux, socio-économiques et culturels, de même pour la tuberculose et de même pour le paludisme. Et vous allez voir, alors ce concept a été donc publié par Singer dans les années 90, et il y a un article du Lancet qui explique parfaitement ça appliqué à la Covid, qui est paru, non pas appliqué à la Covid, il en a écrit un en 2020 après, mais qui a été prémonitoire en quelque sorte en 2017. Je vous ai donné la référence sur la diapo. Alors l'approche traditionnelle des pandémies, c'est une approche
où l'on considère pratiquement que l'agent infectieux d'une part, l'autre d'autre part. Et c'est une approche causale et thérapeutique qui est très utile pour combattre la maladie. Elle passe par l'identification de l'agent pathogène et le développement d'un traitement préventif, vaccin et curatif anti-infectieux. Et en réalité, il manque quand même, je pense que le troisième facteur est relativement négligé, à savoir l'environnement physique, l'environnement culturel et l'état de santé des populations. L'environnement physique, c'est le climat, les saisons, l'humidité, tout ça, ça participe de la diffusion du virus. Le comportement et la psychologie, ça c'est un point fondamental, car on voit par exemple dans les zones qui refusent la vaccination, on voit les conséquences, parce que il faut tenir compte des mentalités, des croyances, des peurs, des rumeurs, des fake news. Le mode de vie, le niveau de vie et le mode de vie, les logements, etc. Et puis il y a les comorbidités non transmissibles comme le diabète, l'hypertension artérielle, l'obésité. On sait que souvent 50% des personnes en réanimation sont obèses, par exemple, et toutes les comorbidités infectieuses, et je vais revenir sur ce point pour le tiers-monde. Donc les maladies ne sont pas indépendantes, il existe des interactions synergiques entre elles qui ont une importance considérable sur le taux de mortalité. Alors la pandémie de Covid, eh bien, elle se superpose à d'autres pandémies contagieuses comme le sida, le paludisme, la tuberculose et aux pandémies silencieuses, non communicables comme le diabète, l'obésité, comme je le disais. Et ça a été souligné récemment dans un article de Nature du 16 septembre 2021 qui explique les conséquences de la Covid-19 sur le sida, la tuberculose et la malaria. Co-infection et comorbidité contribuent donc au taux de mortalité élevé de la Covid-19, touchant surtout les personnes âgées et les personnes à risque, et aussi aux conditions socio-économiques. Et la Covid-19 met en exergue les disparités sociales et les inégalités d'exposition, en particulier la promiscuité liée à l'exiguïté des locaux, la précarité, les comportements à risque. Et alors, pour illustrer ça, voilà des projections de l'OMS sur les conséquences dans le monde en 2020 de l'apparition de cette nouvelle pandémie. Pour la tuberculose, on pense qu'il y a eu 1,4 million de cas supplémentaires. Pour le paludisme, 382 000 décès supplémentaires. Pour le sida, 673 000 décès supplémentaires en Afrique. Pour la vaccination, on a arrêté la vaccination de routine des enfants en Afrique et en Asie. Plus 80 millions d'enfants environ 80 millions d'enfants n'ont pas été vaccinés. On voit aussi dans les pays occidentaux également l'arrêt des traitements, les conséquences, 42% d'augmentation des cancers sur la reproduction, sur la mortalité materno-infantile et sur l'augmentation de la pauvreté, la plus forte augmentation de pauvreté depuis 1945. Et donc on a vu une augmentation de la mortalité non infectieuse. Et, il ne faut pas l'oublier, l'augmentation des maladies mentales. Ceci est dû à la diminution de l'accès aux soins et des médicaments, pas de contraception par exemple, l'arrêt des vaccinations de routine, les campagnes de désinsectisation qui ont été interrompues, et puis les campagnes préventives ou thérapeutiques avec les antirétroviraux, les antibiotiques et la réhydratation, tout ça a été considérablement perturbé par la Covid-19. Et alors, lors de la première vague, eh bien, on peut ici voir les conséquences liées à l'importance de la disparité des décisions politiques et la robustesse des systèmes de santé. Ouais, ça, c'est la mortalité lors de la première vague au 21 juillet 2021 par million. Ça, c'est des chiffres peu contestables. Alors, j'ai enlevé les pays qui trichent sur les décès. Et vous voyez que le pays le plus pauvre, c'est le Pérou, avec une incidence de 6280 décès par million, alors qu'aux États-Unis, le pays très riche, il y a 1860, même si des mauvaises décisions politiques ont été prises. Et vous voyez que des pays comme Israël, par exemple, tombe à 770, la France est dans une moyenne plutôt de 1660, et j'ai mis en dessous le revenu
par habitant. Au Pérou, c'est 12 800 euros par habitant par an, alors qu'aux États-Unis, c'est 62 500 euros par habitant. Donc, la robustesse des systèmes de santé aussi qui diminue la mortalité. Alors, la psychologie, l'importance de la psychologie dans les pandémies, moi je pense que c'est un facteur essentiel. D'abord, il y a l'incompréhension. L'incompréhension de nous dire que le masque ne sert à rien. L'incompréhension devant une maladie nouvelle. L'incompréhension devant la remise en cause, une remise en cause de toute l'organisation sociale, des habitudes, des certitudes. La défiance envers les politiques, envers les médecins, envers les journalistes, les vaccins, les étrangers, etc. Et les idées fausses qui, notamment que le virus n'existe pas, que le virus est bénin, ou que c'est une invention des laboratoires, etc. La peur, moi je crois que c'est la peur, c'est le point le plus important. La peur et le stress, avec la stigmatisation des infectés, l'isolement social, le déni des pandémies, le comportement aussi. Dans les grandes pandémies du passé, c'est la fuite, on l'a vu au cours du premier confinement, les gens sont partis à la campagne. Stigmatisation, c'est toujours la faute des autres, c'est la faute des boucs émissaires, des politiques, les journalistes, les médecins, les experts qui se contredisent, les jeunes, etc. Le plus important de tout, c'est l'importance de la communication dans la transparence et la lutte contre les rumeurs. Il y a des milliers de publications scientifiques en ligne. Il y a des rumeurs qui sont incroyables sur, par exemple, le vaccin qui injecte la 4G ou la 5G, des choses comme ça. Et voici ma diapo de conclusion. La perspective syndémique. La Covid-19 doit être considérée globalement, non au niveau d'un pays, mais au niveau du monde entier. Ensuite, l'approche syndémique peut conduire à des stratégies efficaces de prévention multiniveau, tenant compte des mentalités, des facteurs socio-économiques, des comportements, des environnements, des changements climatiques et de la pollution atmosphérique, etc. La réduction des limites entre maladie et santé humaine et animale encourage les approches intégrées et alignées sur les priorités en matière de santé planétaire. Alors on peut avoir une vision anthropocentrique, c'est à gauche, ou bien une vision globale, et je rejoins tout à fait ce que disait mon prédécesseur, c'est que pour moi, la santé, c'est la santé des êtres vivants, aussi bien les humains que que les animaux, et il faudrait presque, que la santé vétérinaire soit sous l'égide du ministère de la Santé. À mon avis, ce serait ça, mais je crois que ce sera difficile de l'enlever au ministère de l'Agriculture. Voilà. Alors, je vous remercie de votre attention. Je voulais vous faire une annonce de tout ce qui a été dit là. Vous vous rendez bien compte, c'est fondamental pour avoir un avis. Vous vous rendez bien compte comment devant les médias, les différents dialogues apparaissent particulièrement difficiles à contrôler. Et tu en fais partie de temps en temps. Quelle difficulté à chaque fois. Je suis admiratif devant la manière dont, avec l'aplomb, tu arrives à distiller en définitive un certain nombre de ces éléments qui impliquent autant une réflexion, certes médicale, mais aussi politique par rapport aux structures de ce qu'on appelle la médecine, ce qu'on appelle la santé. C'est ce qu'on est en train d'essayer de construire un tout petit peu avec l'Académie, avec Jean-Pierre Jégu. Et c'est aussi un projet que nous avons de faire en sorte que des institutions collaborent et travaillent ensemble, alors que jusqu'à maintenant, ils étaient dans des politiques totalement différentes, des cultures totalement différentes. Et là, il y a un aspect très important de revoir. Et international, tu l'as montré. Je vous propose, si vous voulez bien, que les différentes personnes qui ont pris la parole jusqu'à maintenant, nous avons leur diapo. Je leur demande de faire un texte. Je sais que c'est toujours un peu. Je vous donne 3 mois pour le faire, donc je suis sympa. Et nous sortirons, tu as été doyen pendant 14 ans avec moi. Grâce à toi, tu m'as fait travailler. Maintenant, je te fais un peu travailler. Et donc, ces ces interventions et les autres qui suivent, bien entendu,
avec bonheur, pourront l'être. Et pourquoi des interventions qui peuvent éventuellement de spectateurs qui sont en visioconférence ou éventuellement de vous-même. On va essayer de faire un panel dans ce travail-là qui soit justement pour répondre aux questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, christian.herve@parisdescartes.fr. Dans ce cas-là, avec ces interactions, on vous ferait passer les questions et on verrait comment le dialogue pourrait se faire, y compris à travers un livre, parce qu'on se rend bien compte que le livre est fondamental.